Bonsoir, donc Jean-Baptiste Verriera, je suis journaliste scientifique au magazine Epsilon et je suis très heureux et très honoré de présenter en cette fin de journée cette dernière session intitulée Des minéraux aux vivants, et session au cours de laquelle nous allons explorer les profondeurs de la Terre et également les confins de notre système solaire à la recherche de réponses sur les origines ou l'origine de la vie. Et pour commencer à tenter de répondre à cette grande question, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Ménez. Donc Bénédicte, vous êtes géobiologiste. Vous êtes une grande exploratrice des profondeurs terrestres et des écosystèmes intraterrestres, notamment à l'aide de techniques de micro-imagerie à haute résolution. Et vous avez dirigé notamment le groupe de géomicrobiologie de l'IPGP entre 2010 et 2019. Précédemment, vous aviez rejoint le CNRS et l'IPGP en 2001, et vous êtes aussi prof à l'Université Paris Diderot depuis 2011. Donc Bénédicte va nous présenter l'origine profonde de la matière organique sur la Terre. Merci à vous. Ah, pardon Bénédicte. Si je vous donne pas le micro. Donc c'est un vrai plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les défis des géosciences pour l'avenir, et notamment autour des questions qui s'intéressent à l'origine de la vie sur Terre. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est en fait de porter votre regard vers les profondeurs de notre planète, même si en fait l'actualité récente nous tire le regard vers l'espace. Et en fait, effectivement, je ne sais pas si cela vous a échappé, mais on a récemment découvert 2 composés organiques essentiels aux vivants dans les échantillons qui ont été ramenés par la mission Hayabusa 2 de l'astéroïde Ryugu. Et donc du coup, ces deux composés, comme l'acide nicotinique, qui est essentiel pour les métabolismes microbiens notamment, et l'uracile, qui fait partie de la formation de l'ARN, l'ARN lui-même étant l'intermédiaire entre l'expression de l'ADN en protéines. Donc en fait, ces composés organiques, de nouveau, sont un argument en faveur d'une Terre potentiellement ensemencée dans ses premiers temps par des météorites. Et ça vient grossir l'inventaire qui a été fait depuis pas mal d'années sur les composés organiques et leur diversité qu'on peut trouver dans les météorites, notamment comme cet article de Philippe Schmidt-Koplin qui montre par des approches de spectrométrie de haute résolution qu'on peut trouver dans ces objets extraterrestres des dizaines de milliers de composés organiques avec des millions de structures différentes. Alors très brièvement, parce que effectivement, je vais après me tourner vers notre Terre, mais d'où viennent en fait tous ces composés? Finalement, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont à la fois hérités du corps parent et ensuite de l'histoire de la météorite, notamment de son altération par l'eau. Et dans tous ces processus, en fait, ce qu'on a, c'est un moteur majeur qui sont les réactions d'oxydoréduction, qu'elles soient à haute pression, à haute température lors de la formation du corps parent, ou à basse température ensuite avec l'altération aqueuse, et que pour cela, l'hydrogène primordial présent dans la nébuleuse terrestre a joué un rôle primordial. Alors, on pourrait se dire que notre Terre, qui fait partie de ce système solaire-là, et qui potentiellement a reçu peut-être un peu moins de volatile que dans certaines régions du système solaire, mais on pourrait se poser la question du pourquoi la Terre n'aurait pas eu ou n'a pas eu à un certain moment dans son histoire ses capacités. Et c'est un petit peu cette question qu'on va explorer ensemble cet après-midi. Et pour répondre à cette question, finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment on arrive à former des composés organiques de plus en plus complexes. Et j'ai souhaité l'illustrer par le petit schéma que vous voyez ici, où en fait, dans ces chemins réactionnels, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'on peut partir d'hydrocarbures relativement simples comme les alcanes, le méthane, et qu'on arrive comme ça à fonctionnaliser la matière organique par le biais de réactions très simples, qui sont des ajouts ou des retraits d'eau, ou des ajouts ou des retraits d'hydrogène, et finalement par le voie de réactions d'oxydoréduction.
Et comme ça, on peut amener à changer les composés organiques, à les faire évoluer et à les complexifier. Donc en fait, le moteur principal dans tout ça, au-delà de l'eau, c'est la présence la nécessité d'avoir un agent redox, c'est-à-dire la possibilité de mener des réactions qui échangent des électrons. Alors l'agent redox, il est présent dès les premiers temps. En fait, on sait que sur Terre, on a des moteurs redox importants, et ceci dès les premiers temps de l'histoire de la Terre, puisque ces processus redox ont été majeurs au moment de l'accrétion. Et puis ensuite, on a aussi tous ces travaux qui ont été menés à l'IPG qui montrent qu'effectivement, dans le volcanisme, on a aussi ce moteur redox qui est majeur pour transférer les éléments. La géodynamique, elle va aussi amplifier tout ce moteur redox de la Terre, notamment dans des endroits où on peut transférer de l'eau, que ce soit les zones d'accrétion océanique où l'eau pénètre dans la lithosphère, ou les zones de subduction où l'eau s'en échappe. Et donc du coup, que ce soit dans ces systèmes-là, on induit dans chaque cas des déséquilibres redox qui vont continuer à alimenter cette machinerie d'échange d'électrons, et potentiellement avoir une influence, comme on le voit sur la figure de gauche, sur le carbone. Donc du coup, la Terre, elle vient du même processus de formation. On a, j'espère vous avoir montré qu'on avait suffisamment de moteurs redox sur Terre pour pouvoir justement faire évoluer le carbone. Et puis on a peut-être vu notre position dans le système solaire, un peu moins d'hydrogène primordial, mais on sait que sur Terre, en fait, on a plein de processus géologiques qui naturellement produisent de l'hydrogène. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on sait que l'eau qui interagit avec des minéraux riches en fer ou en soufre produit de l'hydrogène. L'eau qui est dégazée des volcans ou les gaz volcaniques eux-mêmes sont capables de produire de l'hydrogène. Et on a aussi d'autres processus qui mettent en jeu l'eau, que ce soit la radiolyse liée à la décroissance radioactive dans la croûte ou la dissociation mécanochimique de l'eau à la surface des minéraux. Tout ça, c'est des processus qui amènent à la formation de l'hydrogène et également à des déséquilibres redox par la formation de radicaux libres. Donc on y est, on a tout ce qu'il faut pour affecter le carbone, commencer à transformer par exemple du carbone minéral en carbone organique et arriver potentiellement à faire des composés intéressants pour le vivant. Alors pourquoi on a ce si gros contraste entre l'inventaire qu'on fait et cette si grande diversité moléculaire qu'on a dans les météorites et si peu de preuves finalement à l'échelle de notre planète de la réelle efficacité de ces réactions. Ces preuves, elles sont effectivement très disparates. On sait qu'il y a du méthane qui sort des volcans. On sait que dans les zones de subduction, on a des volcans de boue qui vont nous relarguer des petits acides organiques de type formate et acétate. Et puis, bien sûr, là où toute l'histoire a commencé, on sait qu'au niveau des systèmes hydrothermo-océaniques, également, on est capable de faire des petits composés organiques. Mais on est loin de cette grande richesse qu'on peut décrire au niveau des météorites. Et donc, du coup, en fait, on a vraiment eu peu de preuves jusqu'à présent, bien que tous nos modèles et toutes les modélisations thermodynamiques, mais aussi les expériences, prédisent une potentiellement plus grande richesse du système Terre à produire de manière sans vivant des molécules qui auraient pu être d'un intérêt prébiotique. Alors la difficulté, c'est que sur Terre, quand on va un peu explorer ces systèmes-là, essayer de les comprendre, on est gêné par l'omniprésence du vivant. Et du coup, ça rend vraiment difficile de faire cette évaluation du potentiel terrestre pour la synthèse organique abiotique. Alors, du coup, il n'y en a pas beaucoup, en fait, des environnements à la surface de la Terre où il n'y a pas de vie. Et pour exemplifier ça, ce que j'ai voulu montrer par cette photo, c'est l'exemple emblématique, par exemple, de Dalol, qui est un des rares endroits sur Terre, du fait des conditions extrêmes, la haute salinité, la haute température, le pH, qui enfin nous donne un environnement où il n'y a pas de traces de vie. Mais c'est quand même un environnement très très particulier. Alors du coup, la stratégie, on se dit qu'on pourrait utiliser un autre paramètre qui limite le vivant, la température, et descendre en profondeur. Le problème, c'est que, alors ça a été une des richesses des découvertes de ces dernières décennies,
mais c'est aussi un problème quand on veut comprendre l'apparition de la vie sur Terre, c'est qu'on a aussi beaucoup de vie dans les roches en subsurface. Et ce que montre cette figure, c'est qu'en fait, quand on recense le nombre de cellules microbiennes qu'on a dans les sols, dans les océans, dans les sédiments et dans la partie crustale, on voit que tout le marron, c'est les sédiments et la croûte continentale et océanique, et qu'en fait, finalement, la subsurface est l'habitat majeur pour le monde microbien. Donc du coup, il va falloir continuer à redoubler de stratégies pour mieux explorer ce vivant. Mais anecdotiquement, en fait, pourquoi on a autant de vivants dans les roches et quel est le moteur de ce vivant? Une nouvelle fois, c'est un moteur lié aux réactions redox, la chimiosynthèse, qui permet aux vivants, loin de l'énergie du soleil, de tirer l'énergie pour se développer. Et donc, du coup, le vivant, comme la chimie, la synthèse abiotique, va être modelé par la structuration redox de notre planète qui a évolué au cours des temps géologiques. Avec la composition de l'atmosphère et de l'océan. Donc nos stratégies, finalement, pour aller comprendre mieux, répondre à notre question de est-ce que la vie a pu apparaître sur Terre et explorer le potentiel de la Terre à faire de la chimie prébiotique, on va aller essayer de se déplacer vers des environnements où il n'y a pas de vivants et surtout aussi où on n'a pas d'héritage de la matière organique d'origine biologique qui pourrait être issue de la photosynthèse. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des forages continentaux ou océaniques. On profite des mines profondes qui nous permettent de descendre jusqu'à quelques kilomètres de profondeur. Et puis aussi, si on veut avoir une image des processus de haute pression, haute température, les zones d'orogène sont aussi des endroits privilégiés où étudier cette transformation du carbone. Donc du coup, toutes ces approches, finalement, nous ont permis ces dernières années de mieux comprendre sur Terre comment, en profondeur, avec ce moteur redox que je vous ai évoqué, on est capable de passer d'un monde complètement minéral en ce qui concerne le carbone, un monde où il y a du carbone inorganique dissous ou des carbonates, vers un monde potentiellement organique qui a pu nourrir les premiers êtres vivants et les premiers métabolismes. Donc du coup, à titre d'illustration, ce travail a porté sur les systèmes hydrothermo-océaniques et aussi jusqu'aux zones de subduction, où on voit que ce moteur redox est capable de former de manière endogène du carbone organique dans ces environnements où les fluides interagissent avec les roches. Et en particulier, j'ai sélectionné ces 3 exemples-là, pas pour rentrer systématiquement dans le détail, mais parce qu'aussi, à chaque fois, cette exploration, elle a été permise par les outils développés à l'IPGP, et notamment des outils qui permettent d'aller sonder à toute petite échelle comment ces déséquilibres redox, en fait, finalement, et l'environnement minéral amènent à former des molécules qui peuvent être d'intérêt pour faire émerger le vivant sur Terre. En particulier, je vais détailler les 2 études qui nous amènent, en fait, à plonger dans la lithosphère océanique de plus en plus profond. Et donc, du coup, cette première étude, qui sont en fait des études jumelles et qui ont été menées sur une carotte océanique qui a été forée au niveau du massif Atlantis, le long de la dorsale médio-océanique. Et la première étude, en fait, elle regarde des échantillons d'1 kilomètre de profondeur. Et en particulier, elle regarde des inclusions fluides, des petites poches de fluides magmatiques qui ont été piégées lorsque ce manteau océanique a été exhumé. Les méthodes de micro-imagerie, finalement, elles permettent d'aller regarder ce que recèlent ces témoins des circulations et des réactions redox passées. Et en particulier, on peut comme ça élargir l'inventaire qui peut être fait sur Terre de la diversité des espèces organiques. On voit par exemple, par spectrométrie Raman, que tous les différents gaz qui peuvent être enfermés, du diazote, de l'hydrogène, du méthane-thiol ou du méthane, mais surtout, une imagerie par microscopie électronique de ces inclusions permet aussi de montrer qu'on a différentes sortes de matières carbonacées. Ici, elle est symbolisée par l'abréviation PACM. Mais comme ça, on forme différents composés. Et aller regarder à toute petite échelle, comme ça permet aussi de déconvoluer les processus et de reconstituer les mécanismes qui ont formé ces divers composés organiques. Tout d'abord, de la percolation de fluides magmatiques à haute température, puis des interactions avec l'olivine qui héberge ces inclusions, et donc du coup, de nouveau, des interactions fluide-roche basse température qui permettent de faire évoluer ces composés.
Ces composés, ensuite, ils vont vivre leur vie dans la croûte océanique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un peu plus haut dans cette carotte océanique, ce qu'on voit, c'est que de nouveau, les réactions redox sont rentrées en jeu parce que les circulations hydrothermales sont multiphasées. Et donc, potentiellement, ces composés organiques piégés dans les inclusions ou d'autres ingrédients qu'on n'a pas encore pu déterminer ont de nouveau interagi avec des minéraux via des réactions redox. Et effectivement, les colorations orangées qu'on voit dans cette lame vous indiquent que le fer, un élément sensible à la redox, a été extrêmement réactif. Et il a amené, avec les phases argileuses qui étaient présentes, à former au sein de la roche, sans intervention du vivant, un grand nombre d'acides aminés, dont vous voyez ici la distribution au cœur du minéral. Ça peut être de la phénylalanine, de la tyrosine, du tryptophane ou de la méthionine. Mais on a ici, de nouveau, un exemple de réaction redox qui amène à transformer le carbone et à le complexifier au fur et à mesure de l'histoire géodynamique de la zone, et ici progressivement retranscrite via l'exhumation des roches qui hébergent ces composés organiques. Alors, peut-être l'histoire pourrait s'arrêter là et on pourrait considérer, faire le bilan de la question qu'on avait au début. Effectivement, potentiellement, la Terre a un potentiel à former des composés organiques d'un intérêt potentiellement prébiotique. Si on veut s'arrêter juste à ce constat et considérer que ces acides aminés ont pu être des briques potentielles pour l'origine du vivant. Mais moi, je considère que ce n'est pas ça le point forcément intéressant de cette étude. C'est que plutôt, peut-être, ça peut permettre de toucher du doigt les premiers mécanismes biochimiques qu'ont soutenu le vivant au cours de l'histoire de la Terre. Et ça, on peut commencer à toucher du doigt ces idées-là en allant regarder finalement quels métaux sont colocalisés avec ces différents acides aminés qui sont produits par réaction chimique dans la roche. Et notamment, quand on fait des coupes très très fines et qu'on regarde encore à une échelle plus petite, puisqu'on descend du micromètre au nanomètre, on voit qu'en fait, dans les zones poreuses des argiles qui hébergent ces acides aminés, on a la présence de sulfure de fer. Et ces sulfures de fer, pendant longtemps, ils ont été regardés avec attention pour leur capacité à catalyser des réactions de synthèse organique abiotique, de par leurs propriétés catalytiques. Et ce qui a été frappant dans la communauté, c'est que, en fait, ils présentent une structure minéralogique particulière, comme par exemple, comme c'est illustré ici pour la maquinawite et la grégite, qui ont des analogies extrêmement intéressantes avec les centres actifs des métalloenzymes, tels que l'acétylcoenzyme A synthase, qui est utilisé dans la fixation du carbone par la voie de Wood-Longdale, et puis des hydrogénases, la maquinawite, qui possède des analogies de structure avec les centres actifs de certaines hydrogénales, c'est-à-dire des enzymes qui sont utilisées par les micro-organismes pour utiliser l'hydrogène. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec des observables géologiques, on est capable finalement de commencer à imaginer que la catalyse des minéraux a permis déjà de former des composés organiques, mais aussi permettrait potentiellement d'imaginer qu'on a pu avoir un transfert entre des processus géologiques existants et des processus biologiques encore utilisés à l'heure actuelle. Donc finalement, tout ça pour essayer de vous illustrer l'importance de l'étude de la coévolution via des réactions redox, des minéraux et du carbone au cours de l'histoire d'une roche, donc depuis les conditions de haute pression, haute température lorsqu'elle se forme, jusqu'aux conditions habitables pour vraiment essayer de répondre à la question qu'on se posait initialement, le potentiel de la roche, de la Terre à avoir hébergé les premières formes de vie sur Terre et à avoir réalisé sa propre synthèse abiotique, prébiotique même, et puis nous permettant aussi de mieux comprendre les mécanismes qui ont présidé à l'apparition du vivant sur Terre. Et donc voilà, c'est des premières ébauches et il y a toute une nouvelle ère d'exploration qui s'ouvre avec des défis très excitants à relever. Je vous remercie de votre attention. Merci Bénédicte. Merci pour cette présentation passionnante dans les profondeurs de notre planète. Donc à présent, on va avoir le plaisir d'accueillir par visio
Christophe Malater. Donc, j'imagine qu'il ne va pas tarder. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Donc Christophe, vous êtes philosophe des sciences. Vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal et vous êtes titulaire d'une chaire de recherche du Canada en philosophie des sciences de la vie. Et vous proposez d'aborder aujourd'hui cette grande question de l'origine de la vie à travers la manière dont les scientifiques se la posent et se la formulent dans différentes disciplines. Merci Christophe. Oui, bonjour, oui, tout à fait. Bah, écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous, même si c'est à distance. C'est merveilleux quand même la technologie. Et alors, en tant que philosophe, si vous voulez, je vous propose de nous questionner sur la question elle-même. Donc, on se dit, ben, voilà, il y a cette question de savoir quelle était l'origine de la vie. Et ici, on va vous proposer de prendre quelques pas de recul pour essayer de comprendre en fait cette question-là et la manière sur laquelle elle se pose en science. Alors, c'est une question tenace, la question de l'origine de la vie. C'est une question qu'on se pose depuis un bout de temps. Ça fait déjà un siècle qu'Alexander Oparin et JBS Haldane ont formulé leurs hypothèses sur une soupe prébiotique. Et donc, c'est un petit peu déjà un bon siècle qu'on essaye de s'attaquer à cette question-là de l'origine de la vie d'un point de vue scientifique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est une question qui est en fait traitée sous de multiples perspectives. Et c'est sûrement parce que c'est une question très compliquée et que donc plusieurs disciplines s'y intéressent et essayent quelque part d'y répondre, d'y apporter une réponse. Alors, ces perspectives, elles peuvent être de nature historique, et c'est ce qu'on va par exemple retrouver dans les travaux en chimie prébiotique ou aussi en géologie sur certaines études ou en paléobiologie, où là l'objectif va être d'expliquer l'apparition de la vie sur Terre dans un passé très lointain. On comprend bien que ce qu'on veut expliquer, c'est un phénomène, un événement historique qui s'est passé. Hem, mais il y a d'autres perspectives qu'on va retrouver dans le domaine de recherche sur l'origine de la vie, notamment des perspectives expérimentales, comme en chimie des systèmes ou en biologie de synthèse, où là, l'objectif, il est plutôt de démontrer la faisabilité de synthétiser une vie artificielle en laboratoire, et ceci, éventuellement indépendamment de toute contrainte, historique. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est en fait d'essayer de démêler un petit peu les différents angles sous lesquels la question de l'origine de la vie est abordée en science. Et on peut faire ceci en considérant trois grands types de contraintes qui peuvent s'imposer, qu'on peut imposer à la question très générale de l'origine de la vie. Alors, la première contrainte, c'est la contrainte de l'adéquation historique. On va se poser des questions en termes de plausibilité prébiotique, en termes de compatibilité des différents schémas expérimentaux avec les connaissances que l'on a aujourd'hui sur notre Terre primitive. Et ça amène à préciser la question initiale de l'origine de la vie en une question comme comment la vie est-elle effectivement apparue sur Terre il y a de cela environ 4 milliards d'années. Alors ces contraintes peuvent être de différentes natures. On va retrouver des contraintes temporelles, par exemple une fenêtre temporelle entre les premières traces de vie et la formation de la planète, donc entre 3,5-3,8 milliards d'années et formation de la planète 4,5 milliards d'années. Des contraintes physico-chimiques, par exemple les types de composés chimiques qui nous paraissent pertinents d'un point de vue prébiotique, leur concentration, etc. Et puis des contraintes environnementales, par exemple des contraintes en termes de température, de rayonnement, rayonnement UV, de volcanisme, d'hydrothermalisme, etc., etc. Alors on pourrait se dire, il y a certes encore de nombreuses incertitudes et désaccords sur ce qui se passait sur la Terre primitive il y a de cela 4 milliards d'années. Et donc cette contrainte d'adéquation historique peut jouer une sorte d'idéal régulateur, si on veut, dans la recherche, et peut être relâchée de différentes manières, hein. Relâcher la contrainte, ça veut dire être moins exigeant en termes de fenêtre temporelle, en termes de type d'environnement, en termes d'espèces chimiques et somme toute en termes de plausibilité prébiotique. Et lorsqu'on relâche la contrainte, eh bien la question de savoir comment la vie serait apparue sur Terre il y a 4 milliards d'années devient
des sortes de sous-questions, comme par exemple la question de savoir comment la vie pourrait apparaître sur Terre, ou encore la question de savoir comment une forme de vie, qu'importe, peut-être enfin, extraterrestre, aurait pu apparaître sur une planète donnée, voire même comment il serait possible de synthétiser la vie. Toutes ces questions-là, on s'affranchit de la condition d'adéquation historique. Une seconde contrainte est celle de la spontanéité naturelle, où là, on va se dire que la transition de l'inerte au vivant devrait se dérouler spontanément en suivant des processus présents dans la nature. Donc l'origine de la vie dans ce cas-là se précise en l'identification de processus, donc à savoir quels sont les processus naturels qui expliqueraient le mieux l'apparition de vie à partir de matière inerte. L'idée derrière cette contrainte, c'est que on veut éliminer l'implication d'agents. Donc on ne veut aucune intervention humaine, aucune intervention de la part de machines construites par l'humain, aucune intervention d'autres entités vivantes ou ni même d'autres entités extraterrestres éventuelles ou surnaturelles. Alors, si on ne s'autorise aucune intervention, on pourrait dire que c'est une contrainte très forte qui rendrait toute expérimentation impossible. Et en fait, l'expérimentation euh, par l'humain est rendue possible par le relâchement de la contrainte. Alors, la contrainte de spontanéité naturelle, on peut la relâcher de manière relativement faible, et dans ce cas-là, essayer d'utiliser des analogues. C'est ce qu'on voit, par exemple, lorsque sont réalisées des expériences dans des sites naturels que l'on considère comme étant analogues aux sites prébiotiques, notamment en bordure de sites volcaniques. C'est aussi ce qui peut se passer lorsqu'on essaie de reproduire en laboratoire des configurations naturelles, comme par exemple des sources hydrothermales, dans des conditions que l'on imagine être celles de la Terre primitive. On peut aussi relâcher cette contrainte de spontanéité naturelle de manière beaucoup plus forte, et par exemple, dans ce cas-là, s'autoriser l'utilisation de dispositifs expérimentaux qui vont nécessiter un très haut degré d'intervention. Lorsqu'on fait de l'évolution in vitro d'ARN, on intervient très très fortement sur ce qui est en train de se passer. C'est aussi ce qui se passe lorsqu'on fait des expériences à partir de systèmes éventuellement très complexes, comme par exemple l'utilisation d'une cellule dénucléée dans laquelle on insérerait un génome artificiellement synthétisé. La troisième contrainte, pardon, est celle d'une similitude cherchée ou pas avec la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Donc, dans ce cas-là, la question de l'origine de la vie devrait concerner l'apparition de la vie telle que nous la connaissons, de notre vie à nous présente sur Terre, et pas de n'importe quelle vie possible, imaginable ou artificielle. Donc l'origine de la vie dans ce cas-là se précise en quelque chose comme quel processus serait susceptible d'expliquer comment la vie telle que nous la connaissons est apparue. Donc, ce sont des contraintes en termes de composés chimiques et de structures. Donc, on va s'intéresser typiquement bien entendu, à des acides nucléiques spécifiques, des acides aminés spécifiques, une chimie spécifique du vivant tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce sont des contraintes en termes de processus biochimiques, des cycles métaboliques bien spécifiques, éventuellement de la transcription et d'autres phénomènes de ce type-là. Et puis, c'est aussi une contrainte en termes de continuité généalogique, hein, dans laquelle on comprend que la vie est faite d'une multitude d'embranchements depuis un ancêtre unique commun, Lucas, auquel quelque part il faut arriver à se raccrocher. Alors, relâcher cette contrainte de similitude avec la vie connue, eh bien, c'est relâcher éventuellement des contraintes en termes de composition chimique et de structure, s'autoriser une autre chimie, pas forcément une chimie carbonée, c'est s'autoriser une chimie, des processus biochimiques différents, donc d'autres voies métaboliques possibles, éventuellement d'autres contraintes environnementales possibles, et pourquoi pas même un autre solvant que l'eau. C'est aussi relâcher la contrainte en termes de continuité généalogique, et donc s'autoriser éventuellement n'importe quelle forme de vie, éventuellement semblable à la vie telle que nous la connaissons, mais résultant d'une origine différente. Et cette question-là va de pair avec la question de la définition de la vie, on l'aura compris aussi. Donc, la question toute simple, initiale de l'origine de la vie, eh bien, elle se comprend, vous voyez, en science, comme étant une sorte de compromis entre plusieurs contraintes, des contraintes d'adéquation historique, de spontanéité naturelle et de similarité avec la vie telle que nous la connaissons. Et ces différentes contraintes peuvent être présentes plus ou moins fortement
dans les différents travaux qui ont lieu dans ce vaste domaine scientifique de recherche sur l'origine de la vie. Donc, on peut les imposer de manière plus ou moins forte, ce qui donne finalement naissance à une sorte de panorama ou d'espace conceptuel dans lequel considérer la question de l'origine de la vie, et selon que les différentes contraintes sont plus ou moins imposées fortement, on va avoir une reformulation de la question qui est plus ou moins précise, contrainte, en fonction des 3 dimensions mentionnées ici. Donc, dans la partie la plus contrainte ici grisée sur ce diagramme-là, on se pose une question typiquement historique qui est peut-être la question première que l'on pouvait avoir, à savoir comment la vie telle que nous la connaissons sur Terre serait spontanément apparue sur Terre, sur la Terre primitive. On a une question ici qui est contrainte d'un point de vue historique, qui est contrainte du point de vue de la spontanéité naturelle, on ne veut aucun agent intervenant dans les processus, et qui est contrainte aussi par une similarité avec la vie telle que nous la connaissons. Et au fur et à mesure que l'on relâche les contraintes, on peut se poser des questions plus ouvertes éventuellement. Je les passe ici en revue, on pourrait y revenir si cela vous intéresse, jusqu'à comme une question sur laquelle il s'agit de recréer une forme de vie, n'importe laquelle, pas forcément une vie semblable avec la vie telle que nous connaissons, de créer une forme de vie en intervenant fortement sur les dispositifs expérimentaux à notre disposition, et puis une forme de vie qui ne soit éventuellement aucunement pertinente d'un point de vue historique par rapport à la question initiale qu'on pouvait éventuellement se poser. Alors, ce qui est peut-être intéressant aussi de noter, c'est qu'en fonction des types de contraintes qu'on va imposer à la question initiale, on va aboutir à des questions, donc plus ou moins fortement contraintes, dont le statut de l'objet va varier. Dans le cas de la question la plus fortement contrainte, par exemple, qui peut être formulée comme étant la question de savoir comment la vie telle que nous la connaissons serait apparue spontanément sur Terre, le phénomène ici qui fait l'objet de la question est un phénomène dont on a de bonnes raisons de penser qu'il est vrai. Autrement dit, la vie est apparue sur Terre euh, et est une proposition que l'on a envie de considérer, qu'on a de bonnes raisons de considérer comme étant vraie. On n'en est pas sûr, hein, quand même. Il faut peut-être le mentionner. Il est possible aussi que la vie soit arrivée de l'espace par un phénomène de panspermie, mais a priori, on a de fortes raisons de penser que le phénomène à expliquer est vrai. Dans le cas le moins contraint, donc la question la plus ouverte, comment créer une forme de vie, on voit que là, le phénomène qui fait l'objet de la question c'est quelque chose qui n'a encore été jamais observé à date. Donc c'est un phénomène qui est relativement spéculatif encore. Et ça fait en sorte que la nature même de la question scientifique va changer. Dans le cadre d'une question très-contrainte, la question est bien une question recherche d'explication. Par contre, dans le cas d'une question très ouverte et faiblement contrainte, la question est plutôt une question de type recherche de faits. Ce qu'on veut montrer d'abord, c'est l'existence du phénomène avant de pouvoir l'expliquer. Alors, ça nous amène aussi à nous poser des questions sur l'intérêt des questions les moins contraintes. Bien entendu, l'intérêt est très certainement qu'il s'agit là de questions que l'on pense être plus facilement abordables. A priori, relâcher la contrainte de l'adéquation historique permet de mobiliser un éventail plus large de conditions environnementales. Relâcher la contrainte de la vie connue permet de mobiliser, a priori, n'importe quelle composition de matière, et donc on s'autoriserait comme ceci une chimie éventuellement beaucoup plus large et des conditions environnementales beaucoup plus larges aussi. Et puis relâcher la contrainte de la spontanéité naturelle permet de mobiliser en fait n'importe quel procédé expérimental pour contourner peut-être la lenteur avec laquelle certains processus naturels pourraient se passer. Euh, L'intérêt aussi de se poser ces questions moins contraintes, c'est, et on le voit dans certains des travaux qui sont réalisés, c'est d'amener deux choses. D'une part, des preuves de concept, et de l'autre, des démonstrations d'impossibilité qui seraient à ce moment-là applicables à des questions plus contraintes. Alors, des preuves de concept, c'est se dire qu'on arrive par exemple à montrer qu'il est possible de réaliser une polymérisation non enzymatique mais dans des conditions qui ne sont absolument pas prébiotiquement plausibles. Néanmoins, le fait de montrer que ceci est possible
ouvre des possibilités quant à l'existence de ce type de phénomène-là dans des conditions beaucoup plus contraintes, comme par exemple des conditions prébiotiques. Et il en va de même lorsqu'on arrive à montrer que des choses sont impossibles. On a des sortes de démonstrations d'impossibilité qui sont riches d'enseignements parce qu'elles montrent que ce type de phénomène-là, ou envisager ce type de phénomène-là dans des conditions encore plus contraintes, ne serait pas fructueux. Alors, l'origine de la vie, somme toute, c'est un petit peu ce que je voulais essayer de partager aujourd'hui avec vous. C'est une question qui varie en fonction de contraintes qu'on s'impose. On aura compris, on peut essayer de comprendre la question d'une manière très, très, très contrainte. C'est ici ce qui apparaît en rouge un petit peu, avec la question typiquement historique, contrainte par une exigence de spontanéité naturelle, avec une exigence de similarité avec les vies connues. Et la question peut aussi faire l'objet de relâchement de contraintes jusqu'à être formulée de manière beaucoup, beaucoup plus ouverte, comme ici représentée en vert, et se traduire par une question comme comment créer une forme de vie sans contrainte historique, sans spontanéité naturelle et sans similarité avec la vie connue. Et c'est ce genre de diagramme-là qui nous a paru intéressant puisqu'il capture finalement un grand nombre de travaux qui se passent aujourd'hui dans le domaine de l'origine de la vie. Voilà. Et là-dessus, je voulais remercier mes collaborateurs Philippe Henguet et Cyril Jean Collag pour les travaux que nous avons réalisés ensemble. Et c'est avec plaisir que je prendrai vos questions. Merci, merci Christophe et merci à Bénédicte. Donc je vous propose de passer à présent à la table ronde. Je ne sais pas si Sébastien, on va accueillir Sébastien Charnos qui va planétologue, qui a notamment découvert au début des années 2000 deux petites lunes du côté de Saturne, non, si je ne me trompe pas. Et donc avec qui on va pouvoir aussi évoquer la question de la vie extraterrestre, en plus de la question de la vie intraterrestre et de la vie terrestre, que de formes de vie. Et c'est peut-être d'ailleurs une première question que j'aurais, à moins qu'il y ait peut-être une question, des questions tout de suite. Oui, je vois déjà. Merci beaucoup. Je pense en effet que ça serait sympathique de commencer par des questions aux deux orateurs avant que vous ne posiez vous-même vos propres questions. Et je voulais signaler, tout le monde ici l'a peut-être vu sortir, un livre de Jean-Pierre Bibring, sorti chez Odile Jacob il y a quelques mois, et qui, très en détail, à partir de l'exploration spatiale des dernières décennies, définit un modèle d'origine de la vie. Je voulais savoir ce que chacun des deux orateurs pensaient de la compatibilité avec ce qu'il dit, avec leurs propres idées. Merci. Je vous laisse les trois orateurs. Peut-être Vincent, parce que je n'ai pas lu récemment les travaux, j'ai quelques idées que j'évoque en cours, mais du coup, est-ce que tu pensais à des points particuliers par rapport, parce que là, ça nous lance dans quelque chose de très vaste, mais... Des données d'observation chimiques et mécaniques des échantillons impactés d'astéroïdes, et donc la possibilité que des grains carbonés soient un élément essentiel de ces météorites, de ces astéroïdes, de ces comètes, pardon, j'ai utilisé. Et effectivement, et ensuite, elles arriveraient sur des lacs primitifs terrestres avec leur propre chimie. La chimie de ces lacs et la chimie de ce qui s'est passé depuis l'origine du système solaire pour fabriquer les grains carbonés sont impliqués, et ça décrit un chemin que je trouve à la fois intéressant et extrêmement compliqué, qui conclut
à l'avis de l'auteur, la vie n'a pu exister que sur la Terre et dans aucun autre endroit de l'univers. Ce qui est une question qui, moi, me surprend, venant de gens qui sont des gens sérieux. Et je pense, et quant à l'exposé de notre collègue québécois, avec ses petits cubes, le cube de Bibring, à mon avis, a une intersection vide avec le cube que, en général, on étudie quand on est géologue. Voilà, donc c'était un peu, je voulais savoir si vous aviez, si tu ne l'as pas lu, je vous encourage à le lire et à le critiquer. Effectivement, parmi tous les points que tu viens d'évoquer, je rebondis sur l'idée que, et c'est la perspective que j'avais voulu donner au début, effectivement, on a un inventaire énorme des composés organiques qu'on trouve sur les astéroïdes et aux météorites, dont on ne sait pas finalement parmi tous ces milliers de composés lesquels ont été importants pour générer les premiers métabolismes ou les premières molécules d'ARN ou les premières molécules d'ADN en fonction de la théorie qu'on défend pour l'origine de la vie sur Terre. Ce en quoi je le rejoins, c'est l'importance de cette matière solide carbonacée qui est extrêmement réactive. Nous, on y accorde un très grand intérêt parce que finalement, dans les processus géodynamiques qu'on retrouve sur Terre, les interactions redox, on en forme beaucoup, qu'on a commencé à révéler dans les roches. Et en fait, elle est loin d'être réfractaire. Elle a une réactivité parce qu'elle est fonctionnalisée avec de l'azote, de l'oxygène. Et du coup, de nouveau, lors d'un événement géodynamique, si elle est traversée par des fluides riches en hydrogène ou en méthane, on va pouvoir refaire évoluer. Donc en ça, je le rejoins beaucoup, parce que souvent, on a regardé l'origine de la vie de manière linéaire. On fait des monomères qu'on assemble en polymères, qu'on essaye de faire fonctionner dans une cellule complexe. Et du coup, peut-être qu'effectivement, ces composés qu'on trouve au cœur des astéroïdes, mais aussi qu'on trouve très profondément dans les pores de la lithosphère océanique, dans les zones de subduction ou dans les cratons précambriens, eh bien, elle a joué son rôle aussi. Après, sur le contexte, c'est vrai que moi, je me suis située dans B2 dans l'exposé qu'on a vu juste après, parce qu'effectivement, comment est-ce qu'on va pouvoir contraindre l'évolution et la complexification avec les désavantages d'être en surface, avec les rayonnements permanents qui vont dégrader les produits formés par la chimie prébiotique. De mon point de vue, en fait, le fait d'explorer la lithosphère va permettre de relâcher pas mal de contraintes en termes de conditions physico-chimiques, parce qu'en fait, finalement, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on avait des très très forts gradients à toute petite échelle au sein, par exemple, d'une roche qui réagit par de la percolation de fluide. On a des gradients d'hydrogène qui se forment jusqu'à des échelles de 10 micromètres. On a des gradients des surfaces minérales réactifs. Et donc, localement, on va pouvoir, au sein d'une même roche, avoir des conditions physico-chimiques contrastées qui vont faire évoluer différemment les composés organiques à toute petite échelle. Donc, du coup, on peut relâcher pas mal de contraintes par rapport à la surface où on considère une chimie d'océan, une chimie d'atmosphère et on reste bloqué dans un périmètre très restreint. Finalement, la diversité des environnements géodynamiques, la petitesse des pores qui permettent de faire évoluer et concentrer les composés organiques, ça ouvre un champ des possibles absolument gigantesque. D'autres questions? Oui. Vous nous avez parlé là, des briques de la matière vivante et de l'origine de la vie, mais est-ce qu'il y a un consensus sur la définition de la vie elle-même? Peut-être je vais donner la question à Christophe, parce qu'effectivement, ça se voit d'un point de vue philosophique. Nous, on a des contraintes, mais je pense que le point de vue de Christophe serait intéressant à avoir de... Christophe? Est-ce qu'on a un accord? Il me semble qu'on a une sorte de consensus mou qui rejoint ce qu'on appelle la définition de la NASA de la vie, comme étant des systèmes capables de métaboliser et aussi d'évoluer de manière darwinienne. Une sorte de consensus mou autour de ceci. La définition n'est pas parfaite. Il y a des contre-exemples possibles, mais c'est ce qu'on retrouve comme étant typiquement compris comme étant une forme de vie ou quelque chose de paradigmatiquement vivant. Voilà, si vous me demandez, a-t-on une définition à laquelle se raccrocher, je pense que ce serait celle-ci. Mais ça présuppose quelque part aussi, et peut-être qu'on y reviendra dans les discussions, qu'on puisse délimiter très clairement ce qui est vivant de ce qui n'est pas vivant.
Et ça, je pense que c'est quelque chose sur laquelle, qui peut faire débat. En tout cas, il me semble qu'on devrait garder un regard beaucoup plus ouvert sur cette possibilité qu'il y ait une sorte de continuum, quelque chose de très graduel entre l'inerte et le vivant. On reviendra peut-être dessus dans la discussion tout à l'heure. J'ai une autre question, peut-être pour le planétologue. Il y a eu pas mal de résultats assez récents sur la radiolyse de l'eau et sa capacité à former de la nourriture pour les bactéries, on va dire, pour le vivant, et même et je me demandais, on parle de vie intraterrestre, mais est-ce qu'on pourrait parler de vie potentiellement intramartienne ou les satellites glacés des jambes gazeuses, sachant que là, comme vous le disiez, Madame Ménez, quand on n'est pas en surface, on est à l'abri des rayonnements cosmiques, et puis on a haute température, haute pression en profondeur, ça peut peut-être être pas mal pour pas mal de réactions chimiques. Ça, c'était ma première question. Est-ce que c'est une option, en tout cas? Alors, bonjour. Alors, le planétologue, donc moi je m'appelle Sébastien Charnoz. Donc, alors pour répondre à votre question, eh bien écoutez, à l'heure actuelle, oui, alors voilà, si on veut chercher la vie, toute la question c'est dans quel habitat. Donc sur Terre, on a découvert une diversité extraordinaire d'habitats dont Bénédicte nous a montré d'extraordinaires exemples et extrêmement étonnants. Et donc, malheureusement, dans le système solaire, mis à part la Terre, à notre connaissance, il n'y a pas d'eau liquide en contact avec l'atmosphère. Voilà. Donc, il faut aller chercher des habitats d'une autre nature. Voilà. Mais il faut savoir que dans le système solaire, l'élément le plus abondant dans le système solaire, à part l'hydrogène, parce que l'hydrogène est très présent au Soleil, en tout cas, l'élément solide le plus abondant dans le système solaire, en fait, c'est pas les roches comme on a sur Terre. L'élément solide le plus abondant, c'est l'eau, c'est la glace d'eau. En fait, le système solaire est plein à craquer d'eau, mais il est sous forme solide. Voilà. Donc, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, en fait, c'est l'idée que vous aviez derrière, mais simplement, je vais un petit peu la détailler. C'est l'eau a cette propriété étonnante, en fait, que la phase liquide de l'eau est plus dense que la partie solide. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est pour ça que les icebergs flottent à la surface de la mer. Donc, en particulier, ça ouvre la possibilité, effectivement, dans le système solaire externe, alors là, il y a plein de satellites glacés. D'ailleurs, on pense que tous les satellites sont composés au moins pour moitié, 50% de leur masse en glace d'eau. Et donc, quand vous enfoncez dans une croûte de glace, la pression montant, eh bien, on s'attend à ce que l'eau devienne liquide. Voilà. Donc, toutes ces petites billes que sont les satellites de glace des planètes géantes, on pense qu'en profondeur, ils accueillent des océans souterrains. Et donc, c'est des possibles... Alors, c'est hypothétiquement des habitats pour la vie, voilà. Et donc, c'est des cibles pour les missions spatiales, pour essayer d'aller étudier, autant que faire se peut, ces possibles habitats souterrains, voilà. Est-ce que pour faire de la radiolyse, est-ce qu'il y a de l'uranium et du thorium ou n'importe quel élément radioactif dans ces profondeurs qui donnerait à... Vous voulez dire pour faire une source d'énergie, c'est ça, non? Ou pour faire de la chimie avec de l'eau? Ouais. Alors, il faut savoir qu'on est dans des environnements qui sont déjà très différents de la Terre. La principale source d'énergie pour tous les satellites des planètes géantes... Donc, alors, juste pour vous donner un chiffre, hein, donc nous, la Terre, bien entendu, on a un satellite, on l'aime beaucoup, c'est notre Lune. Mais il faut savoir qu'on dénombre pas loin d'une centaine de satellites autour des planètes géantes. Hein. Donc ça fait beaucoup d'habitats potentiels. Alors tous n'ont pas des océans souterrains. Les principales sources d'énergie pour ces satellites, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, pour les plus gros et les plus proches des planètes, c'est ce qu'on appelle les effets de marée. C'est-à-dire que ces satellites orbitent très proches de leur planète. Donc ils sont sur des orbites un petit peu allongées, on appelle ça des orbites elliptiques. Et donc un coup ils se rapprochent de la planète, un coup ils s'éloignent de la planète, ça les déforme, ça les malaxe un petit peu comme de la pâte à modeler. Et quand vous malaxez de la pâte à modeler, eh bien les frottements mécaniques créent de la chaleur. Et donc en fait, ça crée de la chaleur à l'intérieur de ces corps. Donc il y a une source d'énergie qui serait donc les effets de marée. Et donc c'est peut-être ça en fait la source d'énergie en fait de ces corps. Et cette source d'énergie n'est pas présente ou très très peu sur Terre. Voilà. Donc il y a de l'eau liquide, il y a de l'énergie. Ensuite, après, il faut avoir de la chimie. Alors toute la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette eau liquide est en contact avec des roches, par exemple, pour pouvoir avoir des échanges chimiques intéressants avec les roches? Alors là, c'est la question. On pense que l'océan souterrain est en contact avec le noyau rocheux, donc ça, ce serait très très bien. Voilà. Mais ce sont les Américains qui vont aller vers Europe.
Ok. Nous, JUICE, avec la mission JUICE qui a décollé il y a quelques jours, on va aller vers Ganymède. Et Ganymède, par contre, là, la question se pose. On n'est pas sûr que l'océan liquide soit en contact avec le noyau rocheux, donc c'est peut-être défavorable à l'apparition de la vie. Voilà. Mais cette force, effectivement, qui fait craquer les roches et les faire interagir avec l'eau, on retrouve en fait possiblement toute cette formation de radicaux à la surface des minéraux qui vont dissocier l'eau et de nouveau créer de l'hydrogène ou des espèces réactives de l'oxygène. Et ce qui est intéressant, c'est pour le vivant, comme pour la radiolyse, c'est qu'on a un moyen de former à la fois des espèces réduites et des espèces oxydées, et du coup de créer cette chimiosynthèse, qu'elle soit biotique ou utilisée par le vivant, pour justement, puisque la vie naît des déséquilibres chimiques, et on est en permanence en déséquilibre chimique avec notre environnement, sinon on n'évoluerait pas. Et donc du coup, en fait, c'est toutes ces voies qui seront capables de créer des déséquilibres, le craquement, la dissociation de l'eau à la surface des minéraux, la radiolyse, vont donner des donneurs d'électrons, des accepteurs d'électrons, et commencer cette valse redox à la fois intéressante pour la synthèse organique ou le vivant chimiosynthétique. J'avais juste une deuxième question, pardon. C'est plus une question de curieux. On parle de carbone et de l'eau comme solvant, donc super, la vie sur Terre. Mais est-ce qu'il aurait pu exister, est-ce qu'il a pu exister éventuellement une vie sur Terre à partir d'arsenic, de phosphore, de soufre ou je ne sais quel autre élément? Est-ce que c'est techniquement possible d'imaginer une autre chimie dans les conditions terrestres peut-être un peu primitives et un peu différentes de celles d'aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a eu un buzz à un moment sur l'arsenic qui pouvait se substituer, etc. Moi, j'ai rien relu de sérieux à ce niveau-là, et c'est vrai que la forme de vie sur la base du carbone sur Terre est tellement omniprésente qu'on aurait du mal à trouver autre chose jusqu'à présent. Donc c'est vrai que dans les hypothèses, le relâchement des contraintes pour l'origine de la vie, moi je connais moins la biblio sur ces choses-là, mais de ces systèmes alternatifs m'échappe un peu. Peut-être que Christophe connaît d'autres systèmes qui sont étudiés avec d'autres chimies raisonnables. Disons que lorsqu'on relâche cette contrainte-là, on peut s'autoriser énormément de choses. Alors ça peut être compliqué de se dire qu'on va se passer d'eau, par exemple, ou se passer de carbone, ou changer radicalement de chimie. Mais par contre, il y a des changements peut-être beaucoup plus subtils, comme un changement de chiralité. On a une chiralité bien particulière sur la planète Terre, pour ce qui est, par exemple, des acides aminés ou des sucres. On pourrait imaginer, là aussi, du vivant qui utiliserait une chiralité opposée, différente. On pourrait imaginer, il y a eu des travaux là-dessus, des polymères informationnels différents de l'ADN, par exemple. On peut imaginer peut-être une sorte de chimie du vivant aussi sur peut-être des acides aminés qui ne seraient pas exactement les mêmes que ceux choisis par le vivant terrestre. Mais c'est ce genre de choses-là qui me semble aujourd'hui être exploré, en tout cas par certaines équipes en laboratoire. J'avais une question pour Christophe Malater. Et la question est la suivante. Si vous aviez à hiérarchiser deux questions importantes, la première étant quelle est l'origine de l'apparition de la vie, et la seconde est quelle est l'importance de l'apparition de la conscience de l'existence de la vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, pour vous, philosophe, quelle est la question la plus intéressante? La première, on va aller chercher peut-être dans la chimie, la réponse. La deuxième, j'ai l'impression qu'on va aller la chercher dans l'habitabilité. Donc, c'est beaucoup plus dans la logique, de l'unicité de la Terre, qui avait été citée tout à l'heure. Parce qu'il est peut-être possible que finalement la vie est un processus d'une banalité extrême qui apparaît à peu près n'importe où et dont le devenir est de mourir très rapidement, sauf quelques exceptions rarissimes, peut-être même une par galaxie. Oui, alors c'est possible que la vie soit un phénomène relativement fréquent. Ceci, entre l'apparition de la vie et puis l'apparition de la conscience, il y a eu énormément de transitions majeures. C'est-à-dire que l'apparition de la conscience n'est pas juste la transition majeure qui va suivre l'apparition de la vie. Elle est venue en fait très tardivement aussi. Mais il y a d'autres phénomènes
de transition majeure très importants, comme par exemple l'apparition de la multicellularité, qui va être nécessaire ensuite pour l'apparition d'un phénomène de conscience, en tout cas tel que nous pouvons l'envisager aujourd'hui. Alors, quant à savoir si... ce qu'il faut aussi, ce dont il faut se rendre compte, c'est que sur notre planète Terre, a priori, si la vie est apparue, la planète est vieille de 4,5 milliards d'années. Si la vie est apparue, c'est autour de 4 milliards d'années, on va dire, ou entre 4 milliards, 3,8 milliards d'années, quelque chose comme ça. Pendant plusieurs milliards d'années, la vie est demeurée sur Terre à l'état unicellulaire. D'accord ? Donc, ce n'est que tout récemment qu'il y a de la conscience qui est apparue avec certains animaux. Donc là aussi, si on a la possibilité de trouver de la vie peut-être ailleurs, on risque d'avoir plus de chances peut-être de trouver de la vie unicellulaire. En tout cas, il me semble dans cette direction-là que semblent se diriger beaucoup de scientifiques qui regardent à d'autres lieux que la Terre pour des traces de vie. Donc une vie plutôt unicellulaire qu'une vie consciente, voire technologique. Merci Christophe. Je crois qu'il y avait encore une autre question. Si vous permettez, ici. Oui. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur la chiralité, parce que c'est... alors, j'ai deux questions, en fait. La première, c'est lorsqu'on trouve des molécules organiques, en gros, des traces de précurseurs de vie sur les météorites, etc., est-ce qu'on trouve les deux chiralités, ou déjà la chiralité de la vie terrestre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est au fond, est-ce que les prémices de la vie n'est pas à rechercher justement dans le moment où la chiralité a été rompue, enfin la symétrie de la chiralité a été rompue, puisque c'est le processus de la vie qui a perduré. On a peut-être eu d'ailleurs au tout début deux vies parallèles en compétition, j'en sais rien. Enfin, je voudrais simplement vos réflexions sur ces affaires de chiralité. Du coup, effectivement, pour l'instant, comme c'est un des gros arguments majeurs pour prouver le caractère abiotique des molécules organiques qu'on trouve dans l'espace et aussi certaines fois sur Terre, effectivement, pour l'instant, dans l'espace, on n'a rien vu qui s'apparentait à quelque chose à ce déséquilibre que crée le vivant. J'essaye de retrouver le deuxième volet de ta question, mais je rebondis là-dessus en disant que peut-être cette question de chiralité et cette dualité qu'on a longtemps considérée, elle va peut-être évoluer dans le temps, maintenant qu'on commence à vraiment fortement considérer le rôle des minéraux dans l'évolution des composés organiques et leur diversification. Notamment, on voit que les composés organiques qui synthétisent à la surface des minéraux, le minéral lui-même, par sa catalyse, crée un déséquilibre dans ses rapports des énantiomères. Et donc, du coup, il y a quelques travaux expérimentaux qui existent. C'est du quartz ou de la calcite qui ont été ciblés. Il n'y a pas encore eu trop d'exploration sur des minéraux qui sont pertinents à la fois pour les météorites ou la croûte, la lithosphère terrestre, mais ça peut un peu faire évoluer les concepts et les critères qu'on avait précédemment. Oui, mais alors justement, parce qu'après, la question, c'est comment une chiralité l'a emporté sur l'autre, sur l'ensemble, parce que individuellement, tu vas pouvoir avoir un déséquilibre, mais il y en a un qui finalement l'a emporté. Une histoire de... Moi, je mettrais ça sur le compte du coût énergétique d'utilisation, puisque le vivant se dirige toujours vers ce qui lui coûte moins d'énergie. Donc, il doit y avoir quelque chose, une histoire comme ça derrière. En fonction des ressources qui sont disponibles, on voit dans l'environnement qu'effectivement, seuls les organismes qui sont capables qui dépensent le moins d'énergie pour créer leurs molécules survivent, et c'est comme ça qu'on peut prédire des compositions d'écosystèmes dans des environnements un peu extrêmes. Donc, il y a peut-être une réponse comme ça. On va prendre une autre question. Attends, on va attendre. Il y a un micro qui arrive. Juste un point sur la chiralité. On a identifié il y a une trentaine d'années dans un acide aminé, je ne me souviens plus lequel, mais dans la météorite de Murchison, on a identifié un léger excès de L. C'était pas mal, hein, c'était 57%, 43, 44. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si c'était de la contamination terrestre, puisque ça va dans le sens
d'un acide aminé d'origine terrestre, mais heureusement ces acides aminés sont marqués isotopiquement, et il n'y a aucun doute, il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il y a un excès de L dans un ou deux acides aminés d'origine extraterrestre. Et l'origine de cet excès n'est pas connue. Il y a eu beaucoup de littérature, mais pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Merci pour ce point. Ah, une autre question. Si on reste à l'échelle moléculaire de laquelle on parle, là on discute pas mal des surfaces de minéraux. Mais qu'est-ce qu'il y a des phases amorphes, par exemple des tchertes, des gels, des verres volcaniques? Est-ce qu'on peut imaginer que la variabilité locale chimique aura un rôle encore plus important à jouer par exemple, pour promouvoir des réactions prébiotiques? Je dirais que potentiellement, effectivement, dans un premier temps, les travaux n'ont pas forcément été faits sur des structures amorphes parce qu'on cherche des moyens d'accélérer le transfert des électrons. Et donc, du coup, il y a des structures comme les spinels ou des choses comme ça qui sont extrêmement favorables. Sur les choses amorphes, par contre, il n'empêche que les observables qu'on peut faire dans les systèmes volcaniques, par exemple à la Soufrière, et c'est des choses que Marina a commencé à regarder, on arrive à voir lors de la circulation des gaz volcaniques des composés organiques qui se déposent sur des fractures. Donc malgré tout, je pense que comme on change les conditions physico-chimiques, on rééquilibre. Il y a du water-gas shift réaction, il y a des choses qui se passent, et donc du coup, les surfaces solides doivent aussi jouer un rôle dans le dépôt et l'évolution ultérieure des composés. Merci. Peut-être pour rebondir sur les différentes questions, il y a quelque chose un point qui est revenu à plusieurs reprises qu'on a esquissé, c'est le fait que tous ces travaux qui ont été menés ces dernières décennies, vous l'avez évoqué Bénédicte, ont montré à quel point le vivant, la biologie et la géologie sont liés l'une à l'autre. Certains géologues estiment que jusqu'à 35% des minéraux ont été forgés par la présence du vivant sur Terre. Il y a cette réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire Donc ça veut dire que la présence de la vie marque fortement de son empreinte une planète. Qu'est-ce que ça veut dire pour la recherche justement de la vie en dehors de la Terre et en écho aussi à toute la complexité de définir ce qu'est la vie et qu'est-ce qui la caractérise. Mais on parle souvent de biosignature, par exemple, quand on part à la recherche de la vie ailleurs que sur Terre. Qu'est-ce que c'est comment on définit, à partir de toutes ces connaissances-là maintenant aujourd'hui, comment on définit une biosignature aujourd'hui pour rechercher de la vie ailleurs que sur la Terre? Alors, il y a une multitude de biosignatures, c'est un proxy, une sorte d'indicateur de présence de vie. Alors, par exemple, dans le cas de Sébastien, pour les qui commencent à explorer les exoplanètes, comme on ne peut pas y accéder, le seul proxy qu'on pourra avoir, c'est la composition des atmosphères. Et donc, du coup, l'idée, c'est de mieux comprendre comment le vivant et les différents grands types de vivants ont pu, au cours des temps géologiques, impacter, pourraient donner leur signature. Alors, typiquement, spontanément, on pense à l'oxygène avec la photosynthèse oxygénique, mais on imagine une planète où on n'a pas fait apparaître ce métabolisme-là qui est arrivé plus tardivement sur Terre et que finalement, on en est resté au stade de la chimiosynthèse. Comment une planète uniquement chimiosynthétique, quelle sera la composition de l'atmosphère? Après, une biosignature, ça peut être aussi l'empreinte, puisque on a un fossile bactérien, ça se préserve pas très bien, mais ça laisse malgré tout des empreintes dans la roche. Donc ça peut être une empreinte organique, une empreinte isotopique liée à un fractionnement qui aurait été induit par l'activité de la vie, et donc en mobilisant du fer, de différents éléments. Donc ça peut être isotopique, ça peut être moléculaire, ça peut être la structure même des minéraux, justement ceux qui sont formés par le vivant. Et il y a une thèse actuellement à l'IPG où on essaye de se servir de la structure des carbonates qui sont formés par le vivant et du fait qu'ils ont plus d'impuretés, donc ils vont se dégrader thermiquement à des températures différentes par rapport aux carbonates abiotiques. Et donc potentiellement, c'est comme ça qu'on pourrait essayer de déterminer sur d'autres planètes, avec les instruments disponibles sur les rovers, des minéraux créés par le vivant parce qu'ils sont un peu plus impurs, donc beaucoup moins stables à la dégradation thermique et ce genre de choses. Donc les biosignatures peuvent être
diverses et variées. Ça va dépendre des outils dont on dispose ensuite pour aller explorer la vie. JWST étant capable juste, avec ses spectromètres juste, je dirais, de détecter des empreintes de gaz ou alors un océan de magma qui des gaz. Ce sera la seule manière de faire, mais après, les échantillons martiens ou ceux de Ryugu qu'on peut ramener nous feront aborder la question différemment. Effectivement, c'est... Alors, les biosignatures, c'est ce que tout le monde recherche un petit peu. Hein. La grande difficulté, c'est que la richesse de la chimie abiotique est quand même tellement grande que beaucoup des molécules qu'on associe aux vivants peuvent être aussi naturellement produites pour l'écrasante majorité d'entre elles, mis à part peut-être les plus complexes, bien sûr. Mais le problème, c'est que mis à part les molécules les plus complexes, le problème, c'est que des molécules très complexes, on n'est pas capable de les détecter. Okay, voilà, donc par exemple, si vous prenez, on a beaucoup parlé du télescope qui est américain, là, qui a été lancé, le JWST, le James Webb Space Telescope, qui par son très grand miroir et par tous les instruments dont il est équipé à bord, permet d'avoir une très bonne spectroscopie de 0,5 microns à peu près 30 microns, donc c'est vraiment on a vraiment une très très grande gamme d'observations possibles. Eh bien, cette gamme de longueur d'onde, bon, alors, le JWST va faire beaucoup de cosmologie, mais pour la partie exoplanète, qui est le deuxième grand sujet du JWST, cette gamme spectroscopique a été choisie en particulier par la diversité des espèces carbonées qui ont des signatures dans cette gamme de longueur d'onde. Voilà. Donc, on peut pouvoir détecter du CO2, de l'H2O, du CH4, enfin tout un tas de molécules qui sont intéressantes pour la vie. Par contre, la grande question, c'est si on en détecte, est-ce que ça veut dire qu'il y a de la vie ? Et malheureusement, on sait très bien que de l'eau, il y en a sur la plupart des satellites du système solaire, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a de la vie. Du carbone, on en a trouvé plein sur la comète Churyumov-Gerasimenko, plein à craquer avec la mission Rosetta. Autant qu'on puisse en juger, il n'y a pas de vie sur cette comète, etc. etc. Donc aujourd'hui, la question, c'est on est bien en mal aujourd'hui, on est bien en peine, pardon, aujourd'hui même de pouvoir dire quelle est une biosignature qui serait caractéristique de la présence de vie. Détecter du carbone, ça se fait. Détecter de l'eau, ça se fait. Ça a déjà été fait, d'ailleurs. Hein. On connaît des exoplanètes avec de l'eau. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a des poissons dedans. Hein. Bon, je peux vous reprendre l'exemple de la mission Viking, hein, parce que la première fois qu'on a atterri sur Mars, alors certains d'entre vous s'en souviennent, moi j'étais tout petit, c'était 79, la mission Viking, la mission américaine, qui a embarqué un module de surface pour détecter la présence de la vie avec 3 expériences qui ont été faites à la surface de Viking, à la surface de Mars, dont on pensait qui étaient là pour caractériser la présence de la vie sur Mars, et les 3 expériences ont répondu positivement. Voilà. Donc les 3 expériences Viking disent oui, il y a de la vie sur Mars. Voilà. Et c'est ensuite, les chercheurs ensuite sont revenus sur ces expériences et ont démontré en fait que des processus abiotiques pouvaient créer en fait une réponse positive à ces 3 expériences. Donc la recherche de biosignatures, avant même de la chercher dans l'espace, il y a une recherche théorique à faire sur qu'est-ce qui serait une biosignature, et pour l'instant cette recherche n'est pas aboutie en fait. Voilà quoi. Merci. Christophe, peut-être ? Oui, mais j'allais dire, la biosignature, ça va dépendre aussi pour beaucoup de 2 choses. Ça va dépendre de notre proximité à l'objet qu'on veut essayer d'identifier comme étant vivant. Et puis, proximité spatiale, mais aussi proximité temporelle. Et donc, souvent, là, c'est problématique. Mais donc, ce n'est pas tellement problématique si j'essaye de voir si mon chien est toujours vivant. Il suffit que je tape dessus, et s'il se met à aboyer ou à geindre, et je sais qu'il va être vivant. Donc, rien que ce signal-là, pour moi, est une bonne biosignature. Par contre, si j'essaye de voir si quelque chose était bien vivant, il y a de cela plusieurs milliards d'années, même dans une roche que j'ai à disposition sous les yeux, ou à plusieurs années-lumière d'ici, là, ça devient en fait très compliqué. Et en fait, ça devient très compliqué parce que ce qu'on labellise comme étant une biosignature, déjà, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des substances, comme des substances gazeuses, par exemple. Ça peut être aussi des patterns qu'on va identifier, donc des patterns d'isotopes. Ça peut être des patterns temporels aussi. On pense à des variations dans la saisonnalité, par exemple, de végétaux qu'on pourrait voir sur Terre. Donc, il y a différents types de biosignatures possibles. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière chaque biosignature,
il y a en fait énormément d'hypothèses et de modèles qui sont mobilisés. Et la biosignature va à rebours, c'est-à-dire qu'elle essaie de partir d'une observation assez simple, et elle mobilise des modèles pour essayer, par un raisonnement abductif, et en fait par une chaîne de raisonnement abductif, passant par chacun des différents modèles, de remonter éventuellement à la présence de vie et comme étant à l'origine du signal perçu en toute fin. Mais à chaque chaînon, en fait, sont mobilisés des modèles. Donc, par exemple, des modèles sur des modèles physico-chimiques et climatiques, lorsqu'on a affaire à, lorsqu'on va essayer d'analyser les spectres des atmosphères d'exoplanètes. Ces modèles-là font énormément d'hypothèses et rien ne garantit qu'ils soient totalement fiables, là aussi. Et je pense que même de manière ultime, une biosignature repose sur des modèles que l'on a sur ce que c'est que le vivant, ne serait-ce qu'une sorte de théorie du vivant qui nous dirait, ben voilà, s'il y a de la vie, à ce moment-là, la vie va faire ceci. Et ça, c'est implicitement mobiliser là aussi une théorie du vivant. Donc il y a beaucoup de... Effectivement, c'est une sorte de Saint Graal aujourd'hui. Tout le monde recherche des biosignatures, mais rechercher des biosignatures, ça va de pair avec énormément d'incertitudes liées aux chaînes de raisonnement abductif mobilisant différents modèles et plus ou moins étayés. Oui. Juste pour finir, sur rebondir sur ce que vous avez dit, il y a eu un article qui est sorti à la fin des années 80 dans Science qui s'appelle « Y a-t-il de la vie sur Terre ?» Et la réponse à la fin de l'article n'était pas claire. Donc qu'est-ce que c'était cet article? C'était tout simplement une très belle expérience. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Carl Sagan, donc c'était un très grand vulgarisateur américain. Carl Sagan a eu cette idée géniale d'utiliser la mission Voyager 2. Donc Voyager 2, c'est cette mission qui est partie dans les années 70, qui a visité Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et il a fait un programme d'observation en fait, de la Terre à partir de Voyager 2, une fois qu'elle était de l'autre côté du système solaire. Et donc la question, c'est la suivante, c'est est-ce qu'avec les instruments de Voyager 2, en observant la Terre, est-ce qu'on peut conclure de manière ferme qu'il y a de la vie sur Terre? Donc on a détecté certaines molécules, donc la spectrométrie était plutôt dans le visible, donc en fait les instruments de Voyager 2 n'étaient pas parfaitement bien équipés pour détecter les matières carbonées. C'est pour ça que JWST aujourd'hui dans l'infrarouge, Voyager 2 à l'époque c'était dans le visible, c'est ce qu'on savait faire. Voilà, bon. On a détecté un certain nombre d'espèces, on a détecté de l'oxygène, mais à la fin de l'article, en fait, l'article disait, ben voilà, chacune de ces espèces détectées n'est pas nécessairement en fait une biosignature parce qu'on a des processus abiotiques qui les créent. Voilà, et donc la conclusion du papier, c'est sur la base en fait de l'observation Voyager 2, on ne peut pas conclure de manière ferme qu'il y a bien de la vie sur Terre. Voilà. Et pour finir aussi, juste, malgré les 10 milliards de dollars de JWST qui ont été investis, je suis parfaitement sûr que si on regardait entre 5 et 30 microns votre chien qui dort, je ne suis pas sûr que JWST puisse conclure que ce chien est vivant. Quoi. Voilà, quoi. Et est-ce qu'il y a une autre dernière question? Tiens, Quelques dernières questions? Oui. J'avais une question. En fait, j'aurais essayé de faire un lien entre le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la santé de notre planète et le débat actuel. Est-ce que vous pensez que ces questions vraiment fondamentales sur l'origine de la vie puissent aussi apporter des réponses ou des éléments de discussion par rapport à la question qu'on s'est posée tout à l'heure sur la santé de notre environnement et voilà. Je pense, c'est pour ça que l'autre jour, quand on était chez Schlumberger, j'ai essayé de convaincre qu'on avait des intérêts communs entre la production d'hydrogène naturel, la conversion en hydrocarbures et les problématiques d'origine de la vie, parce que effectivement, tout ça, ça nous amène à mieux contraindre la dynamique du carbone ou de l'hydrogène, la transformation de l'eau en hydrogène dans des contextes naturels avec des ressources abondantes, par exemple des minéraux riches en fer. Et donc, du coup, aussi, on arrive à se confronter à des environnements où on va étudier les mêmes mécanismes et peut-être potentiellement pouvoir, après, répondre à des questions à plus court terme d'applicabilité d'énergie propre ou ce genre de choses, ou de prospection d'hydrogène naturel ou autre. Je me permets juste de rebondir et je vous passe la parole, mais effectivement, est-ce que, ça a été évoqué lors d'une question, est-ce que finalement tous ces travaux impliquent pas un léger déplacement à présent de la question
finalement, l'apparition de la vie, c'est peut-être quelque chose d'assez banal du point de vue biochimique. Est-ce que la question du maintien de la vie n'est pas la grande question et est-ce que c'est pas plus difficile de maintenir la vie que de la faire apparaître? Moi, je pense que je suis moins expert que Bénédicte dans le domaine, mais il me semble que ce sont deux questions qui sont d'une extraordinaire complexité. Alors bon, déjà, l'origine de la vie, je pense que voilà, on en est très loin, mais le maintien de la vie, moi, je me rappelle, il y a des papiers qui sont sortis l'année dernière et l'année d'avant, qui regardaient en fait, qui faisaient des modèles simples. Alors c'est toujours des modèles très simplifiés, hein, qui faisaient des modèles simples d'évolution en fait planétaire. Voilà, donc on dit voilà, on prend une planète, on prend un tel ensoleillement, une telle chimie de surface, et on essaye de regarder combien de temps une planète peut rester habitable. Eh bien, mis à part dans certaines situations très spéciales, en fait, le papier en fait concluait que en fait, le temps pendant lequel une planète peut abriter la vie peut être extrêmement court, quoi. Et qu'il faut vraiment que la vie, je me rappelle la conclusion de l'article, il faut vraiment que la vie modifie son environnement pour essayer d'augmenter cette période d'habitabilité, quoi. Voilà, quoi. Très intéressant. J'avais une question sur l'expérience la fameuse là, de Miller-Urey, 1953, c'est ça? Chaque fois que j'ai un cours à faire sur l'origine de la vie, je tombe là-dessus et je me désespère un peu parce que 53, c'est pas d'hier. Pourquoi on n'a pas continué dans cette voie-là expérimentale? Ah si, l'école se poursuit. Il y a énormément parce qu'il y avait des critiques effectivement au démarrage sur les compositions d'atmosphère utilisées, etc. Mais elle est raffinée, améliorée, et donc effectivement, il y a via la photolyse des choses intéressantes qui se créent. Et je pense qu'effectivement, à mon avis, il ne faut pas suivre une école et qu'on a une terre dynamique, on a une zone critique qui interface entre notre terre réduite et l'atmosphère. Du coup, il y a sûrement eu des rencontres, des environnements, il faut faire différents composés organiques, des sucres, des acides aminés, etc. Et donc c'est peut-être justement des rencontres environnementales particulières avec des fois des radiations, des fois de la dynamique terrestre. Donc effectivement, il faut regarder ça, c'est sûrement par étapes successives et complexification, et il n'y a pas une voie à explorer, mais sûrement à apprendre de toutes ces écoles. Je crois même qu'on a détecté des molécules organiques très complexes carrément dans le milieu interstellaire, hein. On a détecté des alcools, je crois qu'on a détecté aussi des sucres, on a détecté, il me semble, peut-être, je crois, un acide aminé. Oui. Voilà, donc même dans le milieu interstellaire, donc un environnement où on est extrêmement loin de tous les environnements planétaires, on ne parle même plus de sous-primitifs ni rien, on est à 1 atome par mètre cube, on est sur de la chimie à la surface des grains, dans un environnement très irradié. Et ça, on le voit, on commence déjà à avoir de la chimie complexe bien avant, en fait, la formation stellaire, en fait, quoi. Bien, je vous propose de nous arrêter là, de conclure avec Merci infiniment, merci à vous.